Bon, mais bonjour à toutes et à tous. On va lancer cette loi de finances. On avait laissé quelques minutes supplémentaires, comme on avait effectivement évoqué un premier webinaire sur une autre plateforme et qu'on est basculé sur Teams pour laisser à tout le monde le temps de se connecter. On va peut-être introduire les propos, le temps de laisser encore au dernier la connexion. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, aujourd'hui, on se voit pour cette loi de finances 2026 et la loi de financement de la sécurité sociale tant attendue. Mais vous allez voir effectivement cette loi de finances qui a été enfin publiée au journal officiel le 20 février, mais qui apporte des précisions, des prolongations, des aménagements, mais finalement, on va le voir, très peu de nouveautés. Vous aurez du coup à l'issue du webinaire un support détaillé, beaucoup plus détaillé effectivement que ce qu'on va pouvoir vous présenter, avec quelques particularités aussi qu'on n'a pas mis dans ce support puisque ne concerne pas nos clients. Donc on les a effectivement un petit peu éludés, mais vous pourrez les retrouver dans le support si jamais on a si vous voulez creuser un sujet et du coup pour les clients qui pourront avoir le replay, on vous mettra aussi à disposition le support. L'objectif du webinaire, donc on a essayé de faire un format quand même assez court, donc on ne va pas répondre aux questions qui pourraient être posées au cours de webinaire. Mais bon, et bien entendu, s'il y a des questions a posteriori, vous avez le support et deux, vous pourrez effectivement solliciter votre directeur de site et pour les clients qui voient le replay, revenir vers votre collaborateur préféré. Donc, nous sommes trois à vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, j'ai l'honneur d'animer cette présentation avec mon associé Eric et notre co-responsable du pôle social, Pauline. Bonjour à Bonjour à tous. tous. Que tout le monde connaît. Donc, pour ne rien cacher, on a repris un petit peu le même timing que les années précédentes. On va d'abord évoquer tout ce qui est dispositions applicables aux particuliers. Ensuite, on pourra évoquer tout ce qui est relatif aux dirigeants, aux travailleurs indépendants. Et enfin, du coup, tout ce qui est relatif aux entreprises plus particulièrement. Donc, concernant les particuliers, on a catégorisé plusieurs sous-chapitres. Donc, on va d'abord parler de l'impôt sur le revenu. On vous parlera ensuite de tout ce qui est réduction, crédit d'impôt, les impôts locaux, la gestion du patrimoine immobilier et ensuite un focus sur les dispositions sociales. Allez, c'est parti. Donc, pour l'impôt sur le revenu, donc, comme tous les ans, le barème de l'impôt est rehaussé selon le détail que vous pouvez voir s'afficher à l'écran. Donc, on voit que les taux restent similaires, seules les tranches évoluent. Voilà, donc ce qu'il faut juste noter, c'est que le rattachement par les parents de leur enfant marié, pacsé ou chargé de famille permet de bénéficier d'un abattement comme chaque année. Et cette année, donc, il est de 6 855 €. Concernant le plafonnement des effets du quotient familial, donc le montant maximal de l'avantage en nature lié au quotient familial a été revu comme chaque année. Vous pouvez voir le détail s'afficher. À noter qu'on a une réduction d'impôt complémentaire qui est attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. Et enfin, que la décote permet d'alléger la charge de l'impôt pour les personnes faiblement soumises à l'impôt. Donc, encore, voilà, peu de nouveautés sur ce sujet. Sur le prélèvement à la source, donc on a trois taux de prélèvement à la source, comme vous savez, qui sont susceptibles de s'appliquer. Le taux de droit commun, qui est calculé par rapport au revenu N-1. Le taux individualisé, qui lui est sur les revenus personnels, particuliers, individualisés, comme le nom du taux l'indique, et ou sinon le taux par défaut, ou aussi appelé le taux neutre, qui lui est appliqué dans le cas où l'employeur n'a pas encore communication du taux ou si vous choisissez de garder votre taux confidentiel. Voilà, donc on a le détail de la grille dans le support complet qui vous sera envoyé, sachant que ce taux de prélèvement, il est compris en règle générale entre 0 et 43%, donc 0 pour une base mensuelle de moins de 1 635 €
et 43% pour les revenus au-delà de 55 558 euros. On va s'arrêter un petit peu sur cette contribution différentielle sur les hauts revenus, puisque la loi de finances 2026 prolonge cette contribution à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3% du PIB. Donc, vous savez, en 2025, donc, la loi de finances avait institué une contribution, donc cette fameuse contribution différentielle, qui s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2025 et est à la charge des contribuables qui sont domiciliés fiscalement en France, avec un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, et à 500 000 euros pour les contribuables qui sont soumis à une imposition commune. Donc, cette contribution, pour rappel, c'est la différence positive entre 20% du revenu fiscal de référence et la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que les prélèvements libératoires de l'IR avec des majorations par personne à charge ou pour contribuables soumis à l'imposition commune. Donc voilà, la loi de finances 2026 précise les particularités liées au caractère exceptionnel de certains revenus, précise aussi les règles applicables en cas de transfert de domicile. Et concernant le paiement de cette CDHR, donc vous savez, vous avez eu le premier acompte à verser au 15 décembre 2025, puisqu'on a un acompte qui est à verser entre le 1er et le 15 décembre de l'année N et qui est de 95% du montant estimé. Donc ce montant estimé, c'est le revenu que vous avez réalisé depuis le 1er janvier jusqu'au 30 novembre de l'année en cours et une estimation du revenu à percevoir sur le mois de décembre. À noter qu'on peut être appliqué une pénalité de 20% si on ne paie pas l'acompte ou on est en retard dans le paiement de cet acompte et ou que le montant de l'acompte versé est inférieur de plus de 20% à 95% du montant de la CDHR. Donc, par exemple, alors j'ai pris un chiffre grossier, mais pour bien comprendre, donc imaginons une CDHR 2025 de 100 000 euros. On aurait dû verser au 15 décembre 2025 un acompte de 95%, soit 95 000. La tolérance maximale, je vous l'ai dit, c'est 20%. Donc, en fait, on aurait dû verser à minima 80% de 100 000, soit 80 000. Donc, si j'ai versé uniquement 70 000, j'aurai une pénalité de 20% sur la différence des 25 000, 95 000, 95% de 100 000 et les 70 que j'ai réellement versés. On a au niveau du groupe l'outil RCA pour les déclarations de revenus qui intègre ces calculs de CDHR et qui nous permet effectivement de simuler et d'être au plus précis sur notamment les acomptes et la déclaration qui sera à faire au mois de mai. Un petit peu, on s'était arrêté sur cette CDHR nouvelle depuis l'année dernière, mais pas évidente dans son application. Concernant, je garde encore la parole voilà, sur les réductions et les crédits d'impôt. Donc, encore une fois, pas mal de prorogations, etc., pas mal de dispositifs. On nous en a sélectionné 3 là, qu'on vous présente aujourd'hui. La première, cette réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription de capital au PME. Donc, vous savez, une réduction d'impôt de 18% pour les versements effectués au titre de la souscription au capital de PME. Ce taux reste inchangé et seul, en fait, le seuil de versement total à la société bénéficiaire a été relevé. Et là, on vous avait noté un focus sur les fonds communs d'investissement de proximité qui, pour eux, la réduction d'impôt est de 30%. Pareil, le taux est maintenu, mais on a des conditions qui tiennent à la société bénéficiaire qui ont été renforcées. La réduction d'impôt sur le revenu au titre de dons
Donc là, les dons qui sont faits au profit d'organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75% des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 euros. Et donc, la loi de finances pour 2026 double cette limite de 1 000 euros pour la porter à 2 000 euros pour tous les dons qui sont versés à compter du 15 octobre 2025. Ah, vous savez que les autres dons, on a une réduction d'impôt de 66%. Pour les crédits d'impôt sur le revenu en faveur des services à la personne, donc là, le crédit d'impôt, c'est de montant de 50% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, avec un plafond de 12 000 euros de dépenses par foyer, des majorations possibles au cas particulier. Et donc, depuis l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d'impôt englobe également des prestations réalisées à l'extérieur de la résidence lorsqu'elles sont comprises dans un ensemble de services souscrits par le contribuable, incluant des activités effectuées à résidence. Donc, c'est ce qui était appelé l'offre globale. Donc, la loi de finances pour 2026 précise que la notion d'ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s'entendre de services fournis aux contribuables par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme. Et aussi, cette loi de finances instaure un plafond annuel des dépenses spécifiques éligibles comprises dans l'offre globale. En fait, le montant annuel des dépenses relatives aux services fournis à l'extérieur doit être inférieur au montant annuel de ces dépenses fournies au domicile. Et pour les personnes âgées ou handicapées, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable pour le rendre éligible au crédit d'impôt. Donc voilà pour les crédits et les réductions d'impôts. Concernant les impôts locaux, on voulait vous faire apparaître également trois particularités. Donc la première sur la taxe sur les logements vacants, puisque la loi de finances pour 2026 a substitué aux deux taxes actuellement existantes, donc la TLV et la THLV, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Donc, cette nouvelle taxe s'applique à compter des impositions établies au titre de 2027. Et donc, pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacances de chaque logement avant le 1er janvier 2027. Donc, un décret à venir va établir la liste des communes concernées, sachant que ce taux est de 17% la première année d'imposition et 34% à compter de la deuxième année, et que les communes concernées peuvent décider d'augmenter ce taux avec un maximum de 30% la première année et de 60% la deuxième année. Concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, on a deux diapos là, avec deux particularités. Donc, la première qui concerne les gîtes ruraux, puisque la loi de finances 2026 ajoute les gîtes ruraux à la liste des locaux qui sont exclus de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires quand ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel. Et donc, la loi de finances, du coup, qui exonère de taxes ces gîtes ruraux, vient définir ce qu'il faut entendre par gîtes ruraux. Donc, c'est tout ce qui est meublé de tourisme, qui respecte des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires et qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes. Il faut être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant 4 habitations ou plus et ne pas être situé sur le territoire d'une métropole. Le deuxième sujet de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires concerne les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, puisque la loi de finances 2026 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxes d'habitation sur les résidences secondaires pour la part qui leur revient les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement. C'est les deux que j'ai énoncées au début, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes. Voilà, donc je vais passer la parole à Eric, qui va prendre le relais sur la gestion du patrimoine immobilier. Merci beaucoup, Julie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Donc, on va commencer avec la location de meublés professionnels, si tu veux bien, Julie. Voilà, merci beaucoup. On va s'organiser. Donc, Désolée, ça j'en ne voulait pas profite passer. pour rappeler, parce que là, loi de finances fait un petit, rajoute un petit alinéa à cette loi qui concerne principalement les non-résidents. Et j'en profite pour rappeler que pour être location meublée professionnelle, il faut que la recette annuelle retirée de l'activité excède 23 000 euros, mais surtout, il faut que ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, elles représentent plus de 50% des revenus professionnels tirés de plus de 100%. Je veux dire qu'il faut que les revenus tirés de l'allocation meublée professionnelle représentent plus de 50% de l'ensemble des revenus. Et donc, on tient compte des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, autres bien sûr que ceux tirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus de gérants et associés. Donc en fait, retenez ça et surtout retenez que les revenus fonciers sont exclus ainsi que les retraites. Donc c'est souvent intéressant de basculer loueur en meublé professionnel quand on est dans cette situation, avoir des revenus exclusivement issus des revenus fonciers et des revenus de retraite. Donc la haute finance précise que lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux que je viens de vous citer, tirés dans son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça va restreindre un petit peu l'accès aux étrangers sur la location meublée professionnelle en France. Ensuite, j'aborde un sujet qui est nouveau, c'est celui de l'amortissement des biens immobiliers acquis en vue d'une location nue. Alors, ça vient justement un petit peu compenser le déficit qu'on avait sur le revenu foncier, d'intérêt pour le revenu foncier, par rapport à la location à meublé non professionnelle, qui permet d'amortir le bien, ou professionnel, bien sûr. Ici, la loi de finances introduit un mécanisme de déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement, mais il faut, que ce logement soit destiné à la location à titre de résidence principale, mais surtout, il faut que ce bien soit acquis, le logement soit acquis en France dans un bâtiment d'habitation collectif, acquis neuf ou en état futur d'achèvement. Donc c'est un premier pas vers une solution qui est quand même assez intéressante, c'est-à-dire pouvoir amortir le bien sans passer par un loueur ameubler non professionnel. Mais c'est, retenez-le bien, c'est lié donc bien sûr, vous verrez le détail, mais un engagement de location de 9 ans, ininterrompu, c'est-à-dire aussi donc, que ça soit dans un immeuble neuf, mais qui soit surtout collectif, et donc ça va quand même, ça limite beaucoup l'action. Et la location doit intervenir dans le délai de 12 mois suivant l'acquisition. Alors il faut retenir que quand même, euh, on prend le coût du bâtiment, on enlève 20% pour estimer le coût du terrain. Donc là, c'est défini par l'administration, donc ce sera 20%. Et sur donc les 80% restants, il y aura un amortissement qui est fixé à 3,5% justement du coût d'acquisition. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Vous verrez dans le support après qu'il y a bien sûr, comme toujours, un certain nombre d'exceptions qui font que le bénéfice est quand même relativement restreint. Et bon, c'est une des avancées de cette année. Par la suite, le déficit foncier. Donc, le déficit foncier a été doublé, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le déficit foncier imputable sur le revenu global était sous condition dans la limite de 10 000 euros, 10 700 euros reportables sur l'impôt sur le revenu. Là, la limite est rehaussée de 10 700 à 21 400 par an lorsque les déficits portent vers des dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un logement de changer de classe et de devenir A, B, C ou D. Il faut savoir que notre parc immobilier
est très mal en point par rapport à la nouvelle cotation de E, F et G qui normalement devrait entraîner une interdiction de location à partir d'un certain délai qui avait été repoussé là, par l'État. Donc ils essayent de donner un coup d'accélérateur pour rehausser temporairement à 21 200 le plafond du déficit reportable sur le revenu global. Chaque année, il y a 2-3 textes sur la TVA. Là, aujourd'hui, la TVA auto réduit peut bénéficier maintenant aux pompes à chaleur, aux acquisitions de pompes à chaleur RR. Donc, elle intègre dans cette liste des équipements éligibles à la TVA de 5,5 les pompes à chaleur qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. Donc voilà, vous retrouverez l'ensemble des autres matériels qui permettent de bénéficier du 5,5. C'est essentiellement tout ce qui tourne autour de l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation et de la production d'eau chaude. Mais regardez bien les caractéristiques pour pouvoir bénéficier de ce taux. Pareil, on a une TVA auto-réduite pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors là, aujourd'hui, c'est pareil, c'est à 5%, 5,5%. Ce qui est super important, c'est qu'il faut, le texte impose que la prestation soit réalisée par une personne disposant au cours de la réalisation de la prestation d'une certification ou d'une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d'installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. Donc, ce que veut dire qu'il faut vraiment faire très attention sur la personne qui va intervenir et qui va réaliser le chantier, sinon la TVA ne pourra pas bénéficier du taux réduit. Au niveau des droits de mutation et à titre onéreux, c'est des dispositions. Attends, non. Eric. Non, on passe la parole à Pauline, là, pour l'instant. Mais Pauline, on y reviendra. Je reviendrai. Droit des mutations. Oh. Après. D'abord, la première mesure de la loi de finances de sécurité sociale, c'est, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le congé supplémentaire de naissance, la création de ce congé. Ce congé, il va être indemnisé par la sécurité sociale et il est créé pour tous les parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Mais petite subtilité, il ne sera en vigueur en réalité qu'à partir du mois de juillet 2026. Donc, pour les enfants nés à partir du 1er janvier, mais seulement en vigueur en juillet 2026. Et comme souvent, finalement, on attend les décrets d'application pour avoir toute une série de précisions, notamment sur le délai de prévenance pour la prise de ce congé, sous combien de temps les salariés devront informer leur employeur pour leur dire qu'ils vont poser ce congé supplémentaire de naissance, les modalités de fractionnement de ce congé, parce que c'est un congé d'une durée de 1 à 2 mois qui va pouvoir être fractionné, mais on attend les modalités de ce fractionnement. Le montant de l'indemnisation de ce congé encore n'est pas totalement fixé et on attend pour cela les décrets d'application. Dans tous les cas, ça sera une indemnisation sous forme d'IJSS calculée à partir du revenu antérieur du parent qui prendra ce congé. Ensuite, sur la retraite, cette fois, vous savez qu'il y a eu une réforme des retraites avec une prise d'effet au 1er septembre 2023 qui faisait reculer progressivement l'âge légal de départ à la retraite en fonction des années de naissance des salariés concernés. La loi de finances de sécurité sociale 2026 suspend le recul progressif de l'âge légal à la retraite tel qu'il avait été mis en place par cette réforme de 2023 jusqu'en janvier 2026. Concrètement, les assurés nés entre 1964 et 1965 bénéficieront d'une pension à taux plein 1 voire 2 trimestres plus tôt que ce qui était prévu par la réforme de 2023. Deuxième point sur la retraite, et cette fois c'est le cumul emploi-retraite qui va prendre
un coût parce qu'effectivement, c'était un dispositif qui était souvent apprécié par les salariés qui voulaient reprendre une activité après avoir bénéficié de leur pension retraite. Et là, ça ne va clairement plus être possible. Donc, il y a trois nouveaux paliers liés à ce système de cumul emploi-retraite. Avant l'âge légal à la retraite, dans tous les cas, ce cumul devient impossible puisque chaque euro lié à un salaire est déduit de 100% de la pension dès le premier euro. Donc, la pension est donc écrêtée à hauteur exacte du revenu professionnel. Donc, ça n'a plus aucun intérêt de reprendre une activité professionnelle après la prise de la retraite. Entre l'âge légal et 67 ans, ça sera possible de bénéficier d'un cumul emploi-retraite, mais dans la limite d'un plafond qui prendra en compte les revenus professionnels et les revenus de remplacement. Et une partie des revenus excédant ce plafond se fera l'objet d'un écrêtement. Donc, à voir sur ce que va fixer, parce que là aussi, on attend des décrets d'application. Mais voilà. Et le troisième palier, c'est après 67 ans. Et cette fois, le cumul emploi-retraite redevient intégral, comme c'était aujourd'hui le cas, à partir de 67 ans, sans délai de carence ni plafond. Donc, ça réduit quand même pas mal l'application de ce cumul emploi-retraite. Je reprends la main pour l'augmentation du taux de la CSG. Il va nous concerner essentiellement sur toutes les distributions, puisque la flat tax, corrélativement, augmente de 1,4. Donc, on avait une CSG à 17,2, elle passe à 18,6. Et donc, la flat tax qui était à 30% passe mécaniquement à 31,4%. Donc, j'ai déjà eu des appels de pas mal de clients. Non, ce n'est pas rétroactif. Et donc, ça concerne bien sûr l'ensemble de tous les revenus, placements financiers, distribution, cession de titres qui interviendront à compter du 1er janvier 2026. Julie. Ouais. Et du coup, c'est toi qui gardes la main, Eric. Je garde la main et en fait, j'avais gardé aussi une vignette sur les droits de mutation. Elle est là? Ah non, elle n'est pas là? Non, elle n'est pas, elle a disparu. C'est pas grave, je vais quand même l'énoncer. Les gens le retrouveront, tout le monde les retrouveront, clients et collaborateurs, sur le support. Simplement pour dire qu'on s'était rendu compte qu'en 2025, on avait autorisé les conseils départementaux à pouvoir augmenter ou diminuer l'assiette des droits d'enregistrement qui étaient fixés à 3,80% pour pouvoir les porter en gros entre 1,20 et 4,5. Donc ça a été prorogé, c'est simplement une information pour dire qu'il continue à pouvoir bénéficier d'une délibération qui permet d'augmenter, suivant les régions et suivant les coins, ces droits de mutation à titre onéreux. Passons sur un des moments importants de cette loi de finances, en fait, qui a fait débat pendant un bon moment. Julie, si on arrive à passer, voilà, c'est là, c'est la fameuse taxe sur les holdings patrimoniales. Donc, il a été défini une taxe de 20% sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés instituées par la loi de finances, dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Donc, ce n'est pas pour les bilans de cette année. Après, quand on rentre dans le détail et que vous regarderez le détail de cette nouvelle taxe, elle est quand même, c'est passablement diminué son impact. Hein. Vous allez voir pourquoi. Donc, sont concernées les sociétés qui détiennent des actifs d'une valeur égale ou supérieure à 5 millions d'euros et qui perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50% des montants cumulés des produits d'exploitation de ces holdings. Alors, qu'est-ce qu'on entend par actif? Je m'arrête 3 minutes parce que c'est quand même intéressant. Et qu'est-ce qu'on entend par revenu passif? Donc, comme revenus passifs sont concernés, là c'est relativement facile à comprendre, les dividendes, les intérêts produits des obligations, redevances de cession, etc. Surtout donc les dividendes et les intérêts financiers, mais également les loyers
Quand donc la location, le revenu de loyer n'est pas assimilé à une activité d'exploitation commerciale pour la holding. Donc effectivement, là, ça peut faire du bruit parce que beaucoup d'holdings passives ne reçoivent que soit des loyers pour des locaux qu'elles possèdent, soit perçoivent des dividendes, mais n'ont pas d'activité, n'ont pas de recettes, n'ont pas de produits d'exploitation. Par contre, quand on regarde la base imposable, c'est-à-dire sur quoi est assise la taxe et quelles sont la valeur vénale des actifs à retenir pour avoir les 5 millions d'euros, on ne nous parle pas des titres de participation. On nous parle de biens affectés à l'exercice de la chasse, des biens affectés à l'exercice de la pêche, des véhicules. Donc là, c'est quand même toujours un marronnier en France, les véhicules. Les bijoux, les métaux, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools et des logements dont la personne se réserve la jouissance, c'est-à-dire qu'il habite lui-même dans les locaux au moins pour plus de un minimum 50% et plus. Donc ça limite, moi je pense considérablement le champ d'application de cette holding patrimoniale et de cette taxe qu'on voulait un petit peu, qui a fait beaucoup de bruit, mais qui me paraît relativement limité. Donc on le suivra au cours de cette année pour voir si des textes viennent amender et augmenter le champ d'application. Mais sinon, je pense quand même que c'est relativement restreint. Merci, Julie. Notre élément important de cette loi de finances, vous voyez quand même que bon, pour chercher des éléments importants, il faut se battre. C'est le pacte Dutreil. Là aussi, il y a eu une grosse discussion sur le pacte Dutreil. Et on voulait modifier cet avantage avec un abattement de 75%, je vous rappelle, sur les droits de donation quand on effectue une donation au sein d'un pacte Dutreil. Et en fait, là aussi, on a une demi-mesure, une mesurette qui fait un peu speech, qui fait pas grand-chose, puisqu'en fait, le texte, le pacte Dutreil n'est pas du tout modifié. Il y a une seule modification, c'est que, je vous rappelle que le pacte Dutreil, généralement, c'est donc conclu pour un volume d'action que l'on veut transmettre au sein du patrimoine généralement familial pour pour transmettre un outil professionnel. Et donc, il y a un engagement collectif de 2 ans. Et une fois qu'on fait la donation, dans les 2 ans, on a un engagement individuel qui part à compter de ces 2 ans, un engagement individuel de 4 ans. Donc, on était sur un timing de 6 ans. Et là, la loi de finances porte le délai de l'engagement individuel à 6 ans. Ce qui veut dire que maintenant, on sera sur un engagement qui durera 8 ans. Donc, on rallonge les contraintes suite à la donation au sein du pacte Dutreil. Au niveau des cessions de titres et bénéfices de l'abattement, on a, je vous rappelle, on est bien sur ça. Donc, je vous rappelle que le gain net retiré de la cession à titre onéreux ou rachat par la société émettrice d'actions ou de parts ou de droits démembrés sont réduits d'un abattement de 500 000 € ou 600 000 € pour les entreprises agricoles lorsque les conditions sont remplies. C'est-à-dire que on cède, la cession porte sur l'intégralité des actions par le cédant dans la société dans les titres où les droits sont cédés ou sur plus de 50% des droits de vote dans le cas où seul l'usufruit est détenu. Le cédant doit avoir exercé au sein de la société de manière continue pendant 5 ans une activité de direction. Et le cédant doit avoir au minimum 25% des droits de vote. Par ailleurs, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans. Donc ça, c'est quand même un événement assez intéressant. Maintenant, la loi de finances aménage ce régime aux cessions de titres apportées, réalisées à compter du lendemain de cette année, de la publication. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir avoir aussi apporté des titres pour pouvoir après bénéficier de la cession et du bénéfice de l'abattement de 500 000 ou 600 000 €. Donc le régime est maintenu, ce qui est quand même assez bien.
Maintenant, je crois que c'est plus à moi. C'est ça. Je crois que ça passe à Julie, non? Je reprends un petit peu. Donc voilà, maintenant effectivement on passe à la dernière partie, puisqu'on a vu tout ce qui était applicable aux particuliers, aux dirigeants, aux travailleurs indépendants. Et on va passer à toute la dernière partie sur les dispositions applicables aux entreprises. Donc pareil, avec différentes sous-catégories. Donc avec Eric, on va alterner respectivement pour la partie impôts sur les bénéfices, TVA, taxes diverses, impôts locaux. Pauline reprendra la main sur toutes les dispositions sociales relatives aux entreprises. On reprendra un petit peu la main avec Eric sur les mesures diverses et fiscales. Et enfin, Pauline conclura avec un focus sur le contrôle social. Donc, pour la partie impôt sur les bénéfices, donc cette contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, donc qui concerne aujourd'hui 400 groupes en France. Donc on va passer un petit peu rapidement la diapo, mais simplement dire que cette loi de finances 2026 prolonge cette contribution qui s'appliquera désormais non pas au premier exercice, mais aux 2 premiers exercices clos à compter du 31 décembre donc concerne voilà, les entreprises soumises à l'IS, mais qui réalisent des chiffres d'affaires supérieurs au milliard d'euros. Voilà, sachant que les taux sont quand même une taxe sur l'impôt sur les sociétés avec un taux entre 20 et 41% en fonction des chiffres d'affaires réalisés. La partie apport-cession de titres de société. Donc, vous savez qu'en principe, les gains qui sont tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société sont imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8, donc en application du prélèvement forfaitaire unique. Et aussi, donc, en plus de l'impôt sur le revenu, au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine qui sont aujourd'hui au taux de 18,6, comme l'a dit Eric tout à l'heure, la fameuse flat tax qui n'est plus à 30%, mais à 31,4% avec l'augmentation de la CSG de 1,4. Cependant, donc ça c'est le principe, cependant le régime de la possession permet de bénéficier du report d'imposition de cette plus-value réalisée en cas d'apport de titre à une société avec un maintien de ce report en cas de cession de titre apporté sous réserve de réinvestir les fonds dans un certain délai, une certaine fraction du prix de la vente de l'entreprise. Et donc, c'est là qu'intervient la loi de finances 2026 pour apporter des aménagements à ce régime de report et notamment sur le montant du réinvestissement qui est désormais de 70%, il était de 60% antérieurement, et sur le délai de réinvestissement, puisqu'aujourd'hui, du coup, on a 3 ans pour réinvestir au lieu de 2, pardon. On le porte de 2 à 3. Et quelles que soient les modalités de réinvestissement, les biens ou les titres doivent désormais être conservés pendant encore au moins 5 ans à compter de la date de leur inscription à l'actif de la société contre 12 mois auparavant. Donc 70% dans les 3 ans et conservés pendant 5 ans. Eric. Là, on va revenir sur des cas particuliers qui existaient déjà, mais il y avait une discussion au niveau de l'administration fiscale. Donc, pour rappel, les entreprises individuelles, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les EIRL, peuvent opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle, EURL, ou une entreprise agricole à responsabilité limitée, EARL, à associé unique, ce qui aboutit à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Donc la loi de finances pour 2026 consacre la doctrine fiscale permettant de rendre fiscalement neutre pour les entreprises individuelles l'option pour l'assimilation à une URL ou une EARL. Donc c'est simplement pour faire taire des contentieux qu'il y avait avec l'administration fiscale. Elle légalise sa position, l'administration fiscale. Je rappelle que l'entrepreneur individuel joint à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de la date de l'option et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration fiscale faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Si j'insiste, c'est que souvent, on s'aperçoit que cette option, elle est pas faite lors de l'apport et il faut qu'elle soit faite à la suite de l'exercice d'apport, de transformation. Et deuxièmement, il faut penser à ce suivi chaque année. Et on s'aperçoit que sur bon nombre, il y a lacune
Et donc là, ça peut faire sauter et perdre le bénéfice de ce report d'imposition. Je vais encore le répéter sur la slide suivante, qui concerne le report d'imposition en cas de transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel vers une société. C'est plus général. Donc la loi de finances crée une neutralité fiscale concernant l'apport à une société soumise à l'IS par une entreprise individuelle ou une IRL à l'IS. Donc ça, c'est un régime qui est souvent utilisé. Là aussi, un état de suivi des valeurs fiscales des titres de la société bénéficiaire doit être établi conforme au modèle et joint à la déclaration des revenus et de bénéfices de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport. Et ces dispositions s'appliquent sur options exercées dans l'acte d'apport conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire. Donc ça, veillez bien, et on veillera bien au niveau du service juridique, à ce que ça soit bien précisé, parce que sinon, le report tomberait. Julie, à toi le plaisir de parler de l'amortissement des fonds de commerce. Merci Eric pour la transition. Alors, du coup, ce fameux fonds de commerce, donc sur le plan comptable, vous savez que le fonds commercial, il est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée, donc par principe, il n'est pas amortissable. Ouais. Cette présomption est toutefois réfragable puisque l'amortissement comptable du fonds est admis dans deux cas, soit quand la durée d'utilisation du fonds est limitée au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l'utilisation de ce fonds. Dans ce cas, on a la possibilité d'amortir soit sur la durée d'utilisation, soit sur 10 ans si la durée n'est pas déterminable de manière fiable. Et on a une deuxième exception pour tous les fonds acquis par les petites entreprises, donc c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, 12 millions de chiffre d'affaires et 6 millions de total bilan. Ces exceptions, par contre, ne dérogent pas au principe que l'amortissement comptabilisé n'est pas déductible fiscalement. Par dérogation, la loi de finances pour 2022 avait prévu que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, l'amortissement comptable soit admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, la loi de finances prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Donc on peut encore bénéficier de ce mécanisme de déductibilité fiscale d'amortissement du fonds de commerce. Concernant le plafonnement de la déductibilité des intérêts financiers, donc les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux fiscal ou s'ils sont supérieurs d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. La loi de finances pour 2026 précise que pour les exercices clos à compter du 31/12/2025, cette règle s'applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui est son associé. Ça laisse ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché. Concernant le régime des plus-values à long terme sur cession de titres de participation, donc pour mémoire, les plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%, avec toutefois une quote-part pour frais et charges de 12% du montant brut des plus-values de cession à réintégrer dans le résultat imposable. Donc, la loi de finances 2026, elle permet désormais pour les titres de participation qui relèvent du régime mère-fille et qui représentent au moins 5% des droits de vote, d'inscrire ces titres dans une subdivision spéciale du compte titres de participation. Cette inscription qui vaut option pour le régime, pour pouvoir appliquer le régime des plus-values à long terme. Intéressant. Donc, oui, c'est moi. Mais là, c'est toi, Eric. On revient. Donc, zone d'aménagement du territoire. Chaque année, il y a pléthore d'énoncés sur les zones, mais
il y a eu un peu de confusion sur l'exercice précédent, surtout depuis 2024, parce que en 2024 sont apparus les ZFRR qui venaient, donc zone de revitalisation rurale, mais là maintenant qui remplaçaient les ZRR classiques. Donc il y a eu pas mal de confusion parce que sur la cartographie, il y avait des ZFRR qui n'étaient pas antérieurement des ZRR et des ZRR qui n'étaient plus des ZFRR. Bon, voilà. Pour faire simple, on n'avait pas repris les mêmes zonages. Donc, le législateur avait déjà maintenu en 2025 le dispositif des ZFRR des 2168 communes anciennement classées en ZRR, mais il y avait encore des trous. Donc, la loi de finances proroge le maintien des anciennes communes non éligibles au nouveau dispositif jusqu'au 31 décembre 2029, ce qui permet à ces entreprises de continuer à pouvoir bénéficier des exonérations sur ce territoire. Donc ça, c'est quand même assez important. D'un autre côté, elles permettent aussi, dans ces zones, à avoir des entreprises qui sont sédentaires, qui bénéficient d'exonérations attachées à la ZRR, qui n'étaient normalement attachées qu'aux nouvelles ZFRR. Bon, je suis un petit peu confus, c'est pas très simple à expliquer. Et il en est de même pour les zones de développement prioritaire. Ces zones de développement prioritaire, les ZDP, là, sont des entreprises qui exercent une activité industrielle commerciale, à l'exception des plus-values constatées, ouais, et qui ont droit à avoir des exonérations jusqu'au terme du 23e mois suivant celle de sa création. Alors que le dispositif est ouvert initialement aux entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, loi de finances pour 2026 l'étend aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2027. Donc c'est beaucoup de petits points qui prolongent les délais de bénéfice de ces aides ou qui étendent ces aides à des cas particuliers qui avaient été oubliés sur le découpage. Et il y a la création aussi de nouveaux régimes. Alors, ça fera une appellation de plus, le QPPV, c'est-à-dire les quartiers prioritaires à la politique de la ville. Donc, la loi de finances crée une nouvelle mesure d'exonération. C'est assez intéressant. Bon, faut-il rentrer dans ce QPPV? Donc, il faudra voir sur les zonages de chacune des villes où ça se situe. Mais les personnes qui entrent le 1er janvier 2026, donc cette année, le 31 décembre 2030, créent, mais surtout là, reprennent des activités dans un quartier prioritaire, sont exonérées d'impôts au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans ce quartier. Donc, c'est quand même très important. Et ce, jusqu'au 59e mois suivant la création ou la reprise de l'activité. Donc ça, c'est quand même novateur parce que rarement il y avait l'assimilation à la reprise d'activité. Donc là, même s'il n'y a pas de débat, à savoir si on crée ou si on reprend une activité, on serait exonéré pendant 59 mois. Et au-delà, il y aurait quand même encore des exonérations, puisque si je retrouve mon texte, après les 59 mois, il y a une dégressivité sur, voilà, les impôts sont soumis à l'IR ou à l'IS à hauteur de 40, 60 ou 80% de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou la troisième période de 12 mois suivant la période d'exonération. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et ça concerne aussi bien l'IR que l'IS. Donc quand même quelque chose à connaître et peut-être à suivre. Regardez sur chacune des villes sur lesquelles nos clients sont implantés s'il y a un découpage de QPPV. Je voulais revenir sur la déduction fiscale pour l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants parce que c'est quelque chose qui peut bénéficier d'un crédit d'impôt assez intéressant. Les entreprises qui achètent des œuvres originales et les inscrivent à un compte d'actifs peuvent déduire du résultat de l'exercice
d'acquisition et des 4 années suivantes, par fraction égale, une somme égale au prix d'acquisition. Et cela, ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2028. Je rappelle que la déduction ainsi effectuée au titre de chaque année ne peut excéder la limite de 20 000 euros ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires lorsque ce montant est plus élevé que les 20 000 euros. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, assez intéressant. Je pense que on revient à notre Julie nationale pour la suite et les textes sur la TVA. Oui, c'est moi qui vais parler de la TVA et des taxes diverses. Donc, la franchise en base de TVA, qui, du coup, vous saviez, la loi de finances 2025 avait prévu de diminuer à compter du 1er mars 2025 le montant des seuils avec la création d'un plafond unique à 25 000, sans distinction entre les natures d'activités exercées. Finalement, la réforme a été suspendue, donc c'est les dispositions antérieures qui sont applicables et qui le sont toujours, puisqu'aucune mesure n'a été prise dans le cadre de la loi de finances 2026. Donc, rien ne change pour l'instant. Pour les activités de vente à consommer sur place et les prestations d'hébergement, on reste sur les chiffres d'affaires qu'on connaît de 85 000 en référence à l'année précédente et de 93 500 pour l'année en cours. Et pour les prestations de services, donc 37 500 et 41 250 pour l'année en cours. Un petit focus sur la TVA et les dépenses de publicité. Donc, la loi de finances 2026 met fin au dispositif d'exclusion du droit à déduction de la TVA actuellement en vigueur concernant les dépenses utilisées par les entreprises pour les besoins de certaines publicités. Et donc, cette loi de finances pose un principe clair selon lequel les biens et les services utilisés pour des publicités ne font l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA. Alors, des dernières mesures sur les taxes sur les véhicules. La loi de finances pour 2026 aménage les taxes applicables aux véhicules à compter du 1er mars 2026. Donc, comment elle aménage? Donc, il y a la définition des véhicules dits vertueux, qui est du coup retravaillée. Il y a la méthode de détermination de la puissance administrative de certains véhicules électriques qui est précisée. La loi de finances revient sur la définition de la première immatriculation, donc tout d'abord en distinguant 1er janvier 2026, 1er janvier 2027. On a une modification de l'abattement applicable aux véhicules qui comportent au moins 8 places assises et qui sont détenues par une personne morale pour le calcul des taxes sur les émissions de dioxyde de carbone et sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. Il y a une précision sur l'assujettissement des véhicules à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faible émission et le tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faible émission est lui aussi aménagé. Donc, on a essayé de vous lister un petit peu tout ce qui a été aménagé, précisé, modifié, sans rentrer trop dans le détail, puisque l'idée, c'est vraiment que vous alliez voir dans le support un petit peu le détail si vous êtes concerné par un point particulier. C'est un sujet qui est quand même très vaste. Et Eric, je te repasse la main sur les impôts locaux. Ouais, on se régale encore. Après la taxe sur les véhicules de société, on revient sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Simplement pour dire qu'elle avait été prévue d'être supprimée. La loi de finances en 2024, elle était revenue sur cette suppression et l'accélération de la baisse, elle a été stoppée en 2026 et la cotisation est maintenue telle que ce qui avait été prévu lors de la loi de finances 2025. Donc là, c'est un arrêt de la disparition de cette CVAE qui est fortement maintenue. Sur la cotisation foncière des entreprises, le texte n'apporte pas grand-chose. Il change un intitulé, c'est-à-dire que la loi de finances apporte une précision sémantique en élargissant le champ d'application de la CFE. Elle précise que la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités, et non plus les sociétés, non dotés de la personne morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Fiduciaire, c'est pas nous, c'est les sociétés fiduciaires qui font des fiducies, c'est-à-dire montage financier ou qui portent qui s'occupent de gérer des sociétés, d'autres sociétés. Donc, rien de particulier. La cotisation foncière des entreprises est bien sûr elle-même maintenue. Je vais passer très rapidement. Ah non, je passe pas. Je passe très rapidement la main à Pauline. Première mesure qui va concerner beaucoup de nos clients qui ont des salariés, c'est sur les indemnités de rupture des contrats de travail, que ce soit des indemnités de mise à la retraite ou des ruptures conventionnelles. Elles étaient jusqu'alors soumises à une contribution spécifique de 30%, ces indemnités. Et là, la loi de finances de sécurité sociale 2026 relève désormais cette contribution spécifique à 40%. Et elle s'applique à toutes les ruptures et les mises à la retraite à compter du 1er janvier 2026. Donc ça va avoir un impact sur notamment les ruptures conventionnelles que nos clients acceptent à leurs salariés. Et donc il faut l'avoir en tête au moment de l'acceptation et du coup que ça engendre. Deuxième mesure, la réduction générale des cotisations patronales. Pour rappel, c'est un dispositif qui permettait à l'employeur de diminuer ses cotisations sociales sur les salaires les plus bas. Elle était maximale, cette réduction générale, lorsque la rémunération était égale au SMIC, puis elle diminue progressivement à mesure que le salaire augmente. Là, ils ont voulu pénaliser les branches professionnelles pour lesquelles les minima conventionnels sont durablement en dessous du SMIC et les inciter à les relever. Et comment ils ont fait ça? Ils ont prévu que les entreprises qui relèvent des branches professionnelles n'ayant pas justement relevé les minima et ayant donc des salaires minima inférieurs au SMIC sur l'ensemble de l'année 2026, que la réduction générale sera non plus calculée en fonction du SMIC, mais en fonction des salaires minima conventionnels qui sont, pour le coup, en dessous du SMIC. Et donc, ça engendre une réduction inférieure à ce qu'ils auraient pu percevoir si c'était au niveau du SMIC. Heures supplémentaires, là je vais passer très vite parce que c'est un dispositif qui existe déjà et la loi de finances vient juste étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 250 salariés qui désormais vont aussi pouvoir bénéficier de la déduction applicable aux heures supplémentaires à hauteur de 0,5 de 50 centimes par heure sup. Comme c'était déjà le cas pour les entreprises de 20 à 250 salariés. Arrêt maladie, là, je pense que c'est beaucoup d'appels où ils disent qu'effectivement, maintenant, ils vont plus encadrer les arrêts maladie. Quand on creuse un peu, on a des doutes sur ce que ça va impliquer réellement pour les salariés concernés. Donc, le but, c'est l'encadrement de la durée et motivation des arrêts de travail, désormais. La loi de finances vient plafonner la durée maximale des arrêts prescrits ainsi que sa prolongation. Cette durée maximale sera précisée, encore une fois, par décret, sans pouvoir être inférieure à 1 mois pour l'arrêt initial et 2 mois pour la prolongation. Mais la loi de finances prévoit déjà des exceptions et il pourra être dérogé à cette durée maximale en raison de l'état de santé du patient. Donc bon, généralement, quand on a des arrêts maladie, effectivement, l'état de santé du patient vient rentrer en ligne de compte et ou en cas de recommandation particulière de la Haute Autorité de Santé. Désormais, les professionnels de santé devront aussi préciser les motifs qui justifient l'interruption de contrat pour faciliter les contrôles, notamment de l'assurance maladie. Arrêt maladie et visite médicale de reprise. Les visites de pré-reprise, cette fois auprès de la médecine du travail, qui pouvaient jusqu'à maintenant être organisées pour les arrêts supérieurs à 3 mois, peuvent désormais être organisées dès les 30 jours d'arrêt.
Accident du travail et maladie pro, jusqu'à maintenant, en cas d'incapacité temporaire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la réglementation prévoyait que les IJ soient versés pendant toute la période d'incapacité de travail, qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès du salarié en question. Cette période n'était pas limitée dans le temps, à la différence de l'arrêt maladie classique qui était limité à 3 ans. À compter du 1er janvier 2027, il va y avoir une limitation du versement des IJ dans le cadre des accidents du travail et de la maladie pro. Et la durée maximale sera fixée par décret, encore une fois. Reconnaissance, donc, ok. Plan d'action, non, c'est bon. Pardon. Plan d'action pour les emplois seniors. Là aussi, je vais passer très très vite parce que ça va concerner les grandes entreprises et les groupes de plus de 300 salariés. Qui vont désormais devoir mettre un nouveau thème de négociation, alors négociation annuelle obligatoire, qui est le thème de l'emploi des salariés expérimentés. Et donc ça, c'était déjà le cas depuis le 26 octobre 2025, mais la loi de finances vient renforcer cette obligation en l'assortissant cette fois d'un malus applicable aux cotisations vieillesse pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation de négociation. Je crois que c'est tout pour moi sur cette partie. Ouais, je reprends la main, je crois. On va débuter avec la facture électronique. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la facture électronique. La loi de finances, ce qui est un petit peu marrant, vient essayer de rattraper un petit peu le temps perdu et évoque la mise en place de l'annuaire central à disposition des plateformes. Elle évoque aussi, elle précise les données des factures électroniques émises sous forme électronique qui seront transmises à l'administration par la plateforme agréée. Et surtout, elle commence déjà à évoquer les amendes pour non-respect de transmission de ces données. Donc, on en reparlera, on en parle déjà et on va en parler tout au long de l'année sur d'autres supports de la facture électronique. Mais l'État va très vite. Quand il était en retard sur la facture électronique, maintenant il va se rattraper, en tout cas, pour la mise en place des sanctions, puisque, je vous le dis déjà, pour vous montrer un peu l'ampleur que ça peut prendre, le non-respect par la CGT des obligations d'émission d'une facture sous forme électronique donnerait lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées ne puisse être supérieur à 15 000 €. Mais vous voyez déjà les éléments que ça peut faire bouger. Bon, je passerai très vite sur ça. J'évoquerai la participation aux frais de transport des salariés. La législation sociale impose à tous les employeurs sans condition d'effectif de prendre en charge 50% du coût des titres d'abonnement et des transports publics de personnes ou des services publics de location de vélos. La loi de finances rectificative pour 2022 avait permis aux employeurs de bénéficier jusqu'en 2024 de ce régime jusqu'à une prise en charge plus élevée de 75% du coût total de l'abonnement. La loi de 25 avait prorogé, la loi de 26 proroge de nouveau ce dispositif d'1 an. Un petit rappel sur la réserve spéciale de participation aux résultats. La loi complète la liste des bénéfices exonérés à réintégrer pour le calcul de la réserve spéciale de participation et ajoutant de nouveaux dispositifs d'exonération concernant les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles dans les zones d'aide, etc., etc. Vous regarderez le détail, ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Voilà. C'était simplement pour vous rappeler ça. Si vous relisez par vous-même les slides, vous verrez qu'on en a sauté quelques-unes. Avant que Julie reprenne pour le dernier slide, il y avait un élément qui avait été omis dans la loi de finances et que j'ai retrouvé sur le texte du gouvernement. Là. Ça concernait les logiciels de caisse. Je pensais que c'était intéressant que je vous le rappelle.
Je rappelle que la loi de finances 2025 avait supprimé la possibilité pour les professionnels utilisant un logiciel de caisse d'obtenir une attestation individuelle par l'éditeur de leur propre logiciel de caisse. Seul le certificat produit par un organisme accrédité devait permettre d'attester la conformité de l'outil. Cela devait rentrer en effet au 31 août 2026. La loi de finances a rétabli la possibilité, désormais le professionnel utilisant un logiciel de caisse peut obtenir une attestation individuelle par l'éditeur de son propre logiciel. Ça sera quand même beaucoup plus simple et ça sera beaucoup moins compliqué que de devoir aller chercher l'attestation produite par un organisme accrédité. A priori, cette solution n'a pas du tout fonctionné. Je te rends la parole, Julie, pour la dernière slide fiscale et après, Pauline reprendra la main. Oui, merci Eric. Donc juste sur ce versement mobilité qui avait été introduit en 2025 par la loi de finances 2025, le versement mobilité régionale, qu'on appelle aussi versement mobilité régionale et rurale, le VMRR, qui a été créé hors Île-de-France et qui permet aux régions de financer les transports régionaux. Donc la loi de finances 2026 précise qu'une entreprise, elle est assujettie à ce versement si le total de ses salariés dans la région atteint le seuil de 11. Et donc, en fait, on apprécie l'effectif à l'échelle de la région et non établissement par établissement. Donc, voilà, c'est vraiment ce critère régional qui a été précisé par la loi de finances, sachant que le taux de ce versement est fixé localement. Voilà pour les mesures fiscales. Pauline, je te laisse conclure avec le focus sur le contrôle fiscal. Oui, 3 petites slides sur la lutte contre la fraude sociale, très rapidement. Une mesure qui va concerner toutes les entreprises en difficulté qu'on peut accompagner pour faciliter le recouvrement des créances sociales auprès justement d'entreprises en difficulté. La loi de finances de sécurité sociale aménage la procédure de recouvrement en instaurant un droit de communication de l'URSSAF et de la MSA directement au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent. Le but de cette mesure est que, en réalité, pour simplifier, que la créance sociale devienne une créance privilégiée. Cela, pour rappel, ça confère aux créanciers des droits d'être payés par préférence aux autres créanciers en cas d'insolvabilité du débiteur. Donc, effectivement, la MSA et l'URSSAF vont plus facilement obtenir ce statut de créancier privilégié pour les entreprises en difficulté. Deuxième point sur le travail dissimulé. Je te laisse, voilà. Donc, pour rappel, le travail dissimulé, c'est une infraction qui consiste pour un employeur à se soustraire à ses obligations sociales afin de masquer totalement ou partiellement l'activité professionnelle d'un salarié. Le Code de sécurité sociale prévoit, dans le cadre de ces infractions, des cotisations sociales majorées. La loi de finances de sécurité sociale 2026 vient augmenter les taux de majoration, et donc vous les avez là sur le slide, 35% en cas de travail dissimulé et 50% en cas de circonstances aggravantes. Et dernier petit point sur les DSN correctives, pour résumer, en cas d'erreur dans les déclarations sociales ayant un impact potentiel sur les droits des salariés, l'organisme de recouvrement devra communiquer à tous les organismes concernés les éléments nécessaires à la correction des droits des assurés. Voilà pour conclure cette loi de finances. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Pauline et à Julie d'avoir animé avec moi cette loi de finances qui ne présente pas beaucoup d'originalité, mais qui nous a quand même maintenus devant l'écran pendant 1h40. Je vous remercie beaucoup d'avoir été assidus et à très bientôt. Mais c'est ça, merci beaucoup Eric aussi, ça a été un plaisir de co-animer avec tous les deux cette loi de finances et loi de financement de la Sécu. Merci à tous derrière l'écran pour votre participation et je voulais aussi
remercier toutes les équipes support du groupe, avec notamment l'équipe technique qui nous a aidé quand même à la préparation du support sur le fond, et à toute l'équipe administrative qui nous a aidé à la préparation du support sur la forme et du coup sur les invitations, la génération du replay, etc. Donc, merci à tous. Nous mettrons à disposition l'ensemble du support. Vous verrez, vous pourrez retrouver les éléments qu'on vous a présentés. Merci. Bonne journée. Bonne journée.